Est-ce un conte de fées ou la réalité? Une maison individuelle, sans raccordement d'électricité ou de gaz, et sans cuve à mazout dans la cave. Pourtant, on s'y sent bien dans cette maison, même en plein hiver, et ça ne coûte presque rien. C'est que cette maison magique a un petit secret. Il est caché sous son toit. Pour le moment, ce modèle de maison zéro énergie est unique. Il n'en existe qu'un seul exemplaire, près de Hanovre, dans le nord de l'Allemagne. Quel est le secret du chauffage gratuit? Ça ressemble un peu à une bouteille thermos géante. Par contre, est-ce que ça fonctionne vraiment? Bien sûr, le propriétaire est inventif et courageux. Mais pourra-t-il passer l'hiver au chaud? Timo Leukefeld aime innover. C'est lui qui a développé le concept de la maison zéro énergie qui utilise exclusivement l'énergie solaire. Pour oser la transition énergétique, c'est sur le toit qu'il faut commencer. Cette installation fournit suffisamment d'énergie pour le confort d'une famille de 4 personnes. Mais pour pallier au manque de soleil l'hiver, il faut aussi stocker l'énergie produite pendant les mois d'été. Michael Heiler est un pragmatique. Son entreprise s'est spécialisée dans la rénovation des systèmes de chauffage. Pour nous, la transition énergétique, c'est dans la cave qu'elle se joue, avec un système de chauffage haute performance basé sur des pompes à chaleur qui tirent leur énergie de la terre, de l'air ou de la nappe phréatique. En résumé, que l'on aille sur le toit ou à la cave, les économies d'énergie sont possibles. Nous sommes au cœur de la vieille ville de Freiberg en Saxe, tout près de la frontière tchèque. Cette maison a plus de 200 ans. Et pourtant, elle est à la pointe du progrès avec ses collecteurs solaires. L'eau chaude qu'ils produisent permet de chauffer la maison et l'eau sanitaire. C'est ici qu'habite Timo Leukefeld, un spécialiste de la transition énergétique. Regardez ce gâteau. Imaginez qu'il représente le besoin énergétique d'une maison d'habitation. On constate que c'est le chauffage qui est le plus gourmand en énergie. Ici, cette petite partie, c'est la consommation d'électricité. Et ces quelques miettes-là, c'est les quelques kilowattheures nécessaires à l'éclairage. Alors je trouve que c'est un peu paradoxal. Pendant des années, la Commission européenne a consacré une énergie phénoménale pour supprimer les lampes à incandescence, alors que l'éclairage ne représente qu'une toute petite partie de la consommation d'énergie. C'est sur le chauffage qu'il faut se concentrer. On peut parfaitement chauffer un logement au solaire, mais malheureusement, le chauffage solaire n'a pas de lobby suffisamment puissant. Et c'est pour ça que le solaire photovoltaïque a reçu 5 fois plus de crédits et de subventions que le solaire thermique. Pour Timo Leukefeld, le choix est clair. Le solaire de l'avenir, ce n'est pas le photovoltaïque, mais bien le solaire thermique. Grâce à ses collecteurs solaires sur le toit, il a réduit sa facture de chauffage de 30%. Avec sa petite famille, il occupe un logement de 140 mètres carrés. Et tout le monde a participé pour réduire la facture d'électricité, moins 50%. Pour cela, il a fallu s'attaquer aux principaux consommateurs d'électricité. Le lave-vaisselle est par exemple directement alimenté à l'eau chaude solaire. Voilà, c'est ici que ça se passe. J'ai tout simplement acheté un petit raccord en T et un tuyau pour l'eau chaude. Comme ça, pour simplement 30 €, j'alimente mon lave-vaisselle en eau chaude. N'importe qui peut le faire. Inutile de demander à son plombier. Et quand je fais une vaisselle à 40 degrés, j'économise environ 80% d'électricité. Normalement, le lave-vaisselle va chauffer l'eau à l'aide d'une résistance électrique. Mais si je l'alimente en eau chaude, venue directement de mon collecteur solaire, ça ne me coûte presque rien. Et même si j'avais un chauffage conventionnel au mazout ou au gaz, je pourrais procéder de même et laver ma vaisselle pour environ 4 fois moins cher. Les enfants de Timo ne connaissent pas encore tous les détails de la facture d'énergie. Mais une chose est sûre. Nombreux sont les propriétaires et locataires qui ne connaissent pas ce simple truc. D'autres pensent peut-être que ça ne vaut pas le coup. Mais Timo Leukefeld a l'habitude. Il est souvent pris pour un hurluberlu quand il présente son concept énergétique. Et pourtant, il est mécanicien ajusteur au départ. Il connaît donc la question à fond. Pendant 20 ans, il a installé des collecteurs solaires sur les toits ou les façades des maisons. Comme ici, à proximité de Chemnitz. Ces 2 logements collectifs ont été rénovés par Leukefeld et son équipe. Souvent, les passants croient que c'est du photovoltaïque. Mais le professeur Gross sait bien qu'il s'agit de collecteurs solaires, donc qu'on y produit de l'eau chaude pour le chauffage.
Comme vous pouvez le voir, les collecteurs ont été disposés ici en alignement vertical. Cette disposition en façade est particulièrement bien adaptée pour exploiter le maximum de la chaleur du soleil en hiver. Et il y a souvent de la neige en hiver ici. Donc, avec la réflexion du soleil sur la neige, on obtient un rendement énergétique très intéressant. Ça se retrouve très nettement sur la facture de chauffage. Au bilan, ça nous permet d'avoir une saison de chauffage raccourcie d'1 mois. C'est un sacré progrès. L'efficience énergétique serait donc possible même dans le bâti ancien. Cette maison de Freiberg a plus de 200 ans. Comme elle est classée monument historique, les travaux de rénovation doivent être le moins visibles possible. Pas d'isolation, pas de modification de la façade. Ici, le solaire thermique est donc la solution idéale. Pour Timo Leukefeld, ce bâtiment est devenu le prototype parfait, en particulier la salle de gym. Là, je suis en train de produire environ 150 watts. C'est suffisant pour alimenter cet écran. Dans ce cas, on parle d'autarcie énergétique. Pas besoin de source extérieure. Avec 150 watts, on peut également éclairer la maison. Avec 6 minutes d'exercice physique, je produis assez d'énergie pour 1 heure de lumière électrique. Et puis, après le sport, rien de tel qu'une bonne douche. Et ici, pas besoin de jetons pour payer la douche. Le soleil chauffe l'eau sanitaire gratuitement pour le confort de tous. Le solaire thermique qui permet de chauffer l'eau et les maisons gratuitement, c'est le cheval de bataille de Timo Leukefeld. Pour Michael Heiler, la solution se trouve ailleurs. Au lieu de monter sur le toit, Michael préfère descendre à la cave. En tant que plombier chauffagiste, il en a vu des installations de chauffage. Pour lui, les 3/4 des chaudières devraient être optimisées. Alors que faire? Un exemple. Michael installe une pompe à chaleur, un équipement dont le marché est très demandeur actuellement. Et le carnet de commandes de Michael est plein. Ses 30 employés font des heures supplémentaires et il cherche à recruter des jeunes. La transition énergétique, c'est un potentiel énorme, surtout pour les jeunes générations. Malheureusement, les jeunes n'ont pas trop envie de faire ce boulot. Je cherche sans arrêt de nouveaux apprentis. Et je trouve que c'est très dommage. On a des jeunes qui se retrouvent au chômage alors qu'on peut leur proposer un travail intéressant dans un secteur très porteur. Nous sommes dans les bureaux de Michael Heiler, un bâtiment assez ancien, mal isolé. Les fenêtres ne sont pas de la dernière génération. Et pourtant, il n'y fait pas froid, bien au contraire. En plein hiver, les radiateurs sont tout juste tièdes. L'eau qui y circule est à 32 degrés. Michael Heiler nous explique comment ça marche. Pas besoin de chauffer l'eau à une température élevée pour alimenter des radiateurs. Cette erreur est courante dans les systèmes de chauffage et elle coûte cher aux consommateurs. Bon, monsieur Heiler, vous vous rappelez, vous m'avez installé cette chaudière à gaz il y a quelques années. Maintenant, je trouve qu'il faudrait optimiser tout ça pour réduire notre facture de chauffage. Sur les systèmes de chauffage, il est assez facile de régler la température d'eau de chauffage. Michael abaisse la température de 10 degrés dans les radiateurs. Regardez, c'est une solution simple et qui ne vous coûte rien. En plus, vous pouvez économiser près de 10% de chauffage. Je vais vous montrer comment ça marche sur les radiateurs. Sur le radiateur, Michael ouvre le thermostat au maximum, sur 5. Ainsi, le radiateur exploite au maximum l'énergie produite par la chaudière. Cela permet en effet de répartir la chaleur sur l'ensemble de la surface du radiateur. L'objectif, c'est de régler l'installation pour qu'on ait une température agréable de 21 degrés en tournant le thermostat sur 5. Si on n'arrive pas à obtenir 21 degrés dans la pièce, il faudra redescendre à la cave et modifier la température de l'eau. Le propriétaire se demande si les radiateurs sont correctement dimensionnés pour chauffer la maison avec le nouveau réglage. Ce radiateur-là est assez grand. Je propose de commencer par celui-là et puis on verra. Cet autre propriétaire a déjà essayé pas mal de choses. Dans cette maison de 50 ans, il a fait installer un nouveau chauffage, une pompe à chaleur. Donc la centrale est neuve, mais les radiateurs sont anciens. Dès la première année d'exploitation de ce nouveau chauffage, nous avons pu réduire d'environ 10 degrés la température d'eau dans les radiateurs. Pour nous qui habitons cette maison, cela n'entraîne aucune perte de confort. Je suis vraiment très satisfait que ça ait si bien marché. Hélas, la plupart des chaudières sont encore réglées à des températures trop élevées. Là encore, l'information passe mal. Il est vrai que certains chauffagistes préfèrent régler la température un peu plus haut que nécessaire. Et puis ils n'ont pas envie que leur client ait froid. Alors on chauffe souvent plus que nécessaire. Pas vraiment économique ni écologique. Michael Heiler pense que l'on peut trouver des solutions adaptées pour tout type de bâtiment.
Il en va de même pour l'église du couvent de Wackhäusel, près de Heidelberg. Ce lieu de pèlerinage, situé à quelques kilomètres du Rhin, est vieux de plus de 500 ans. Et pour éviter que les fidèles ne s'enrhument, on s'efforce de maintenir au minimum une température d'environ 16 degrés avec un système de chauffage. Depuis quelques années, on utilise la géothermie. C'est Michael Heiler qui a mené le projet. Pour chauffer la maison du Seigneur, nous allons chercher la chaleur dans le sol. La géothermie, c'est vraiment un cadeau du bon Dieu. Le Seigneur, dans sa grande générosité, nous a confié la planète avec toutes ses richesses. Voilà pourquoi nous avons fait faire un forage pour aller chercher la chaleur là où elle se trouve, dans la terre. Ici, dans les jardins du cloître, Michael et son équipe ont installé 14 sondes qui vont chercher la chaleur dans le sous-sol. Une énergie suffisante pour chauffer cette belle église de Wackhäusel. Mais retournons maintenant en Saxe. Voici une autre église, l'ancienne église de la Croix. Ici, c'est sur le toit que ça se passe. En 2008, l'église a été reconvertie en logement. Et nous retrouvons Timo Leukefeld qui habite ici pour le moment. Bientôt, il pourra emménager dans sa nouvelle maison zéro énergie. Le voilà le rêve de Timo. Une maison qui produit elle-même l'énergie dont elle a besoin. Une maison en autarcie énergétique. Au cœur de l'installation, le stockage d'eau chaude. Un énorme réservoir, un peu comme une bouteille thermos, qui a été posé dans la cave au mois de mai. Comme toujours, Timo est présent sur le chantier. Le réservoir en acier doit rentrer au centimètre dans le bâtiment. On va pousser le réservoir un peu par là. Oui, c'est ça. Il est encore un peu trop près du bord. Voilà donc le secret de l'autarcie énergétique. Un réservoir de 9000 litres de 2 étages de haut. Cette énorme quantité d'eau est chauffée par le soleil. Qui a eu l'idée de ce système simple mais révolutionnaire? Timo Leukefeld, bien sûr. Le principe est très simple. Quand il fait chaud en été, je stocke la chaleur ici, dans ce réservoir. Comme il est très bien isolé, il conserve la chaleur jusqu'en hiver. C'est à la fois simple et peu coûteux. Bien sûr, c'est un investissement. Mais rapporté au coût du kilowattheure, c'est 40 fois moins cher qu'avec un stockage d'électricité. Timo est un visionnaire. Il veut prouver que son système tient la route en habitant lui-même dans une maison qui n'a ni compteur électrique ni raccordement au gaz de ville. Il montre fièrement les travaux de maçonnerie à sa fille Lily. Les murs sont en briques. Timo ne prévoit pas d'isolation extérieure. Là, tu vois, le matériau minéral isolant est intégré dans les briques. Je ne voudrais pas que ma maison soit impactée dans du polystyrène. Je veux une maison saine. Si pour le moment, la maison de Timo est encore en chantier, une maison de ce type a déjà été construite à Lehrte, près de Hanovre. Quand on voit ce nouveau type de maison, ce qui saute aux yeux, c'est bien sûr le toit très en pente, qui permet d'accueillir un maximum de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques. C'est vrai que la pente du toit est très raide. Ça nous permet d'exploiter au mieux l'énergie du soleil rasant en hiver. À l'intérieur de la maison, il n'y a pas de chaudière, ni au gaz, ni au fioul, ni même une pompe à chaleur. Toute la maison est chauffée par le système de stockage d'eau chaude que l'on voit dans ce local technique. Ce réservoir alimente les conduites de chauffage au sol. Quand la chaleur du soleil faiblit en hiver, il est toujours possible d'allumer un bon feu de bois au salon. Timo Leukefeld est sûr de ses calculs. Pour faire face aux journées d'hiver sans soleil, cette quantité de combustible suffit. Environ 150 à 250 € de bois de combustible pour toute l'année, en fonction du combustible choisi. Soit du bois en bûche, soit des briquettes de bois densifié. L'avantage de ce système, c'est que la facture énergétique est vraiment allégée. En effet, l'électricité vient aussi du soleil. Pour la jeune Lily, tout cela n'est pas nouveau. Si je prends une journée d'hiver bien ensoleillée, eh bien la production sera de 90 kWh. Et c'est largement suffisant pour faire tourner la maison, puisque nous avons veillé à réduire notre consommation. Et puis l'eau chaude nous vient du solaire. Exactement. Timo a quand même rajouté un stockage d'électricité devant la maison, question de sécurité. S'il faut par exemple recharger les batteries d'une voiture électrique. Lily adore écouter son papa quand il parle de leur nouvelle maison. D'ailleurs, elle commence déjà à suivre ses traces.
Et quand notre maison sera terminée, je voudrais que les gens viennent la voir et se rendent compte sur place que ça marche vraiment bien. Et sur le plan financier, cette maison de 160 mètres carrés habitable coûte environ 400 000 €, dont 70 000 € pour l'installation solaire et le réservoir d'eau chaude. Le calcul est-il rentable? L'installation peut être amortie en 15 ans environ. Ça dépend du coût de l'énergie. Alors vous allez me dire, 15 ans c'est long. Mais pendant ce temps, je suis totalement autonome. Je n'ai besoin de pratiquement aucune source d'énergie extérieure. Donc, pas de facture de gaz ou d'électricité. L'avenir énergétique réside dans la réduction de ma consommation plus que dans la revente de ma production. Admettons que je produise de l'électricité photovoltaïque et que ça me rapporte 1 000 € par an. Avec l'inflation, cette manne financière se réduira. Et en plus, je paierai des impôts dessus. Par contre, si j'utilise directement l'énergie que je produis, je gagne sur les deux tableaux. L'énergie devenant de plus en plus chère, la valeur de mon investissement s'accroît. Mais les clients de Michael Heiler veulent aussi faire des économies. Michael leur recommande une pompe à chaleur. Son principe de fonctionnement est le même que celui d'une pompe à vélo. Quand on comprime l'air, il s'échauffe. Et une pompe à chaleur utilise l'air, mais aussi la chaleur de la géothermie et des nappes phréatiques. Par contre, elle consomme aussi de l'électricité. Souvent, les propriétaires produisent eux-mêmes cette électricité sur le toit de leur maison. Et la pompe à chaleur utilise en plus la géothermie grâce à un réseau de tuyaux enterrés dans le jardin à 1,50 m de la surface. L'eau arrive déjà tempérée dans la pompe. Dans le local technique est installé un compteur électrique intelligent. Cet appareil fait le bilan précis de la production d'électricité photovoltaïque et de la consommation de la pompe à chaleur. Miracle énergétique, avec 1 kWh d'électricité, on produit 5 fois plus de kWh de chaleur. Le bilan annuel de notre production est positif. Sur l'année, les capteurs solaires photovoltaïques produisent plus d'électricité que ce dont nous avons besoin pour tous nos appareils, pompe à chaleur comprise. L'idée a de quoi séduire. Une pompe à chaleur qui chauffe la maison avec de l'électricité photovoltaïque. Mais il y a plus efficace encore. C'est de chauffer directement l'eau dans des collecteurs thermiques. Un chauffage sans électricité. Timo Leukefeld est chargé de cours à l'IUT de Freiberg. Au programme aujourd'hui, les pompes à chaleur alimentées au solaire photovoltaïque. Le comportement d'une pompe à chaleur est complètement anticyclique par rapport à un système photovoltaïque. En été, l'électricité photovoltaïque est abondante. Et c'est là que la pompe à chaleur travaille le moins. En hiver, c'est le contraire. Quand la pompe à chaleur tourne à plein régime, c'est exactement là qu'on a le moins d'électricité photovoltaïque disponible. Et pour combler ce déséquilibre, on va avoir besoin d'unités de production d'une nouvelle génération fonctionnant avec de l'énergie fossile. Une conséquence est d'ores et déjà prévisible, le prix de l'électricité pour les pompes à chaleur va augmenter. Le message de Timo Leukefeld est clair. Si les pompes à chaleur se démocratisent de plus en plus, le prix de l'électricité qui les alimente va vite monter. Mais tout ça, c'est pour demain. Michael Heiler, lui, préfère parler d'aujourd'hui. Il faut tout prendre en compte. Quand on regarde l'évolution des prix, on voit que le pétrole, le gaz ou les granulés de bois ont augmenté plus vite que l'électricité. La querelle de clocher entre partisans et détracteurs des pompes à chaleur ne date pas d'hier. Pour Michael Heiler, la pompe à chaleur est une réponse adaptée à la demande en chauffage. Il en installe aussi dans les entreprises au format XXL. Nous sommes à Bruchsal, près de Karlsruhe. Dans les immenses hangars de cette entreprise de logistique et d'emballage, la température ne doit jamais descendre en dessous de 17 degrés. Pour alimenter le chauffage par le sol, les propriétaires ont choisi de s'alimenter dans la nappe phréatique. La chaleur est pompée directement dans le sol et passe ensuite par la pompe à chaleur. Nous sommes très satisfaits de ce système. Ça fait la 4e année. Et nous constatons que nous réalisons environ 50% d'économies par rapport à d'autres sites de production de notre entreprise, chauffés au mazout ou au gaz naturel. C'est beaucoup plus cher. Le système pompe l'eau des nappes et la renvoie dans le sol après en avoir capté la chaleur. Mais dans certaines régions, cette eau est très riche en fer, ce qui peut poser un problème technique. Le fer et les boues viennent obstruer les canalisations, comme ici, à Bruchsal, il y a 2 ans.
Et voici la cause de ce problème d'encrassement, ces boues ferrugineuses. Comme Michael Heiler n'a pas trouvé de solution satisfaisante sur le marché, il a conçu lui-même un système de centrifugation. Ainsi, les eaux sont débarrassées de leur boue et de leurs particules de fer qui ne viennent plus boucher les tuyauteries. Dans son atelier, Michael nous présente 2 prototypes de centrifugeuses et leurs gros avantages. Elles ne consomment pas d'électricité car elles sont seulement entraînées par le flux d'eau. Après centrifugation, les sédiments sont rejetés vers les parois de l'appareil. Nous avons actuellement un total de 30 centrifugeuses qui fonctionnent en conditions réelles. C'est la solution idéale pour résoudre le problème d'encrassement qu'on peut rencontrer avec certaines nappes phréatiques. Timo Leukefeld a repris son bâton de pèlerin. Outre les bâtiments résidentiels, il s'occupe aussi de l'optimisation de la production d'énergie au niveau de sa commune. La régie électrique de Freiberg a commandé 2 nouveaux générateurs. Ils vont permettre à cette ville de 40 000 habitants de stabiliser son réseau électrique et de faire face aux pics de demande. Ces 2 générateurs sont entraînés par 2 puissants moteurs. La nouveauté, c'est que la chaleur produite par ces moteurs est récupérée pour chauffer l'eau contenue dans cet immense réservoir. Il compte pas moins de 3,5 millions de litres d'eau. C'est 400 fois plus que le réservoir de chaleur que Timo a installé dans sa maison. Avec ce réservoir, la ville de Freiberg alimente son système de chauffage urbain. Ce réservoir nous permet de stocker l'énergie résiduelle produite par l'éolien ou le solaire photovoltaïque ou par d'autres sources d'énergie renouvelables. Là encore, nous participons concrètement à la transition énergétique. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça montre une fois de plus l'importance capitale du facteur chauffage dans la transition énergétique. L'eau chaude est un moyen simple et efficace de stocker de l'énergie, que ce soit de l'électricité ou toute autre forme d'énergie. Par rapport aux énormes réservoirs d'eau chaude de la municipalité de Freiberg, le stockage d'énergie de la famille Leukefeld ressemble un peu à une bouteille thermos. Le déménagement est pour bientôt. En novembre, Timo et sa famille veulent prendre possession des lieux et ils pourront vérifier que le système de chauffage fonctionne correctement. Bienvenue à l'ISH, la grande foire internationale du chauffage et de l'énergie renouvelable. C'est ici, à Francfort, que Michael et Timo se rencontrent pour la première fois. Ces 2 techniciens ont des approches différentes, mais ils ont un point commun. Ils aiment tout ce qui est innovant. Aujourd'hui, ils s'intéressent à une invention vieille de 200 ans. Cette invention, c'est le moteur Stirling. Développé en 1816 par l'Écossais Robert Stirling, ce moteur à énergie externe connaît aujourd'hui un regain d'intérêt grâce à des bricoleurs de génie comme Michael et Timo. Le moteur Stirling peut en effet être intégré à un système de chauffage et produire ainsi non seulement de la chaleur, mais aussi de l'électricité. Pour entraîner le moteur Stirling, il faut disposer d'une source de chaleur de plusieurs centaines de degrés. Rien de plus facile. N'importe quel brûleur de chaudière fait l'affaire. Le moteur Stirling fonctionne avec une source de chaleur externe. Timo nous montre le principe de fonctionnement à l'aide d'un modèle réduit. La chaleur d'une tasse de thé est suffisante pour le faire fonctionner. Et c'est là que ça devient intéressant pour Timo. Le moteur Stirling peut également être entraîné par de l'eau chaude produite par les collecteurs solaires. Avec un moteur Stirling fonctionnant à basse température, on peut utiliser la chaleur résiduelle produite par les industries pour générer de l'électricité. Oui, le moteur Stirling est une technologie presque aussi ancienne que la machine à vapeur. Pour le moment, le marché ne propose rien dans cette direction. C'est pourquoi nous avons développé un moteur Stirling à basse température. Regardez, il fonctionne déjà à partir d'un différentiel de température de seulement 120 degrés. Ce serait idéal pour récupérer la chaleur résiduelle et la transformer en électricité. Ce serait une véritable révolution. Pour protéger son invention, Michael Heiler reste avare de détails. À force d'insister, il accepte tout de même de nous montrer une petite vidéo. Le moteur Stirling à basse température de Michael Heiler pourrait permettre de récupérer la chaleur qui n'est pas utilisée pour le moment. Et sur ce point, Michael et Timo sont d'accord. La chaleur résiduelle est un facteur énergétique encore complètement inconnu. Un peu comme un géant qui sommeille et qu'il s'agirait de réveiller. Imaginons un peu quelle quantité phénoménale de chaleur résiduelle sont générées par les processus de production industrielle. Dans la métallurgie, la chimie, la pétrochimie, la production du papier ou l'industrie alimentaire. Toutes ces industries produisent 5000 MW de chaleur,
une énergie suffisante pour remplacer 4 centrales nucléaires. Et en utilisant un moteur Stirling correctement dimensionné, le rendement pourrait être plus important encore. Autant de richesses insoupçonnées que les décideurs politiques découvrent à peine. Heureusement, il y a des pionniers comme Timo Leukefeld qui a réussi à intéresser son gouvernement régional à son concept de maison zéro énergie. Au mois de juin, le président du Land de Saxe a visité la maison de Timo, accompagné du ministre fédéral de l'Environnement. 40% de l'énergie est consommée par le logement. Et la plus grosse partie de cette énergie, ce n'est pas l'électricité, c'est la chaleur. Les propriétaires qui chauffent leur maison et voient le prix du fioul augmenter connaissent le problème. Cette thématique est importante pour nous, les décideurs politiques. À nous d'en faire un débat public. Pour Michael Heiler, de telles déclarations politiques suscitent l'enthousiasme. Il se sent enfin compris. La famille de Michael a été l'une des premières en Allemagne à produire de la chaleur et de l'électricité en combinant les technologies solaires. Le solaire thermique pour l'eau chaude et le photovoltaïque pour l'électricité. Et chez les Heiler, la pompe à chaleur fait partie de l'équipement de base depuis longtemps.